Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Ilan, maître de conférence à l'Université des Arts de Tokyo, mais également d'Anton, journaliste et spécialiste des animés, des mangas et de la bande dessinée en général et de plein de choses, et également Manu, bien sûr que vous connaissez, également journaliste, responsable entre autres de la rubrique animation sur No Life, et nous allons justement parler d'animation, et pas seulement, également de manga, et on va parler d'Otomo tout particulièrement, puisque Otomo nous a fait le plaisir de venir en France lors du festival d'Angoulême où il a reçu un prix pour sa carrière. Il a également participé à une conférence dont vous allez voir des extraits, et c'est la raison de ma présence dans cette émission, c'est justement Alex m'a gentiment proposé de venir la présenter, tout simplement parce que je suis un immense fan d'Otomo, et puis ça nous rappelait un petit peu ce qu'on avait pu faire à l'époque sur pas mal d'autres grands auteurs japonais. Bienvenue dans Extra Life. Alors, Otomo, donc déjà on va commencer globalement, avant même de le présenter, j'aimerais bien savoir à quel moment et de quelle façon vous avez découvert son œuvre. Ben, l'œuvre d'Otomo c'est très peu original, hein. Évidemment c'est l'apparition d'Akira en fascicule chez Glénat, ouais. C'est quoi, c'est les années 89-90, quelque chose comme ça, que ça a commencé, donc la version américaine bien sûr, colorisée par Steve Oliff. Ouais. Moi j'étais... Donc tu as été exposé d'abord en manga. Ouais. Okay. Ouais, mais avec cette parution en kiosque, c'était assez étonnant, c'était assez accessible du coup. J'étais au lycée, je me souviens, il y avait un copain qui était super collectionneur de BD et on est tombé là-dessus. Et pour lui comme pour moi, c'était une espèce de choc. Et donc on s'est retrouvés là-dedans. Après, il y a eu le film qui est sorti en 91, je pense, c'était vers le printemps. Donc avec ce slogan, donc Akira, c'est violent et c'est beau. Donc le film sorti en salle, qui était une espèce de grand choc, effectivement radical, point de vue visuel. Et donc ça j'étais voir en salle parce que je connaissais la bande dessinée. Et donc effectivement, c'était une grande claque. Et ben voilà, c'est surtout ça. Moi, c'est marrant parce que du coup, c'était l'animé. Moi, pendant très longtemps, Otomo, Akira, c'était d'abord un long métrage d'animation et ça arrivait bien plus tard, que ce soit la lecture du manga, etc. Ouais, ouais. Et à l'époque, comme beaucoup de gens, j'ai associé complètement l'animation au travail d'Otomo. Ouais. Pour moi, les animés, l'animation japonaise, c'était Otomo, c'était Akira, ouais. C'était adulte pour le coup et c'était stupéfiant. Et donc ensuite, c'était vraiment une des premières œuvres auxquelles j'ai été exposé. Et c'est un truc qui m'a profondément marqué. Je pense qu'il a marqué beaucoup de gens. Oui. Pas uniquement en Europe, pas uniquement en France, mais également aux États-Unis en particulier. C'est clairement une sorte de jalon dans l'apparition, le surgissement de cette espèce de... qui a été appelé, comme avec ce mot valise aux États-Unis, la Japanimation. C'est-à-dire le fait de dire que là, il y a quelque chose de foncièrement, de radicalement différent des conceptions américaines d'animation, effectivement. Que ce soit en termes d'adresse du public, de conception du mouvement, d'effets dramatiques. Là, effectivement, c'était... quel aspect qu'on prenne, c'était vraiment différent. C'est la même période qu'Ilan. Alors j'avais vu les volumes souples, mais j'ai commencé à le lire avec la réédition plus tard de Glénat en dur. Et ce qui m'a amené, j'étais déjà un lecteur de BD, mais en fait ce qui m'a amené, y compris à consommer à l'époque les mangas, donc c'était Akira, puis après Shiro avec Apple Seed, c'est que je cherchais en fait des bonnes BD de science-fiction, comme Gros Geek, lecteur de science-fiction déjà à l'époque, et j'étais pas satisfait par l'offre que j'avais sur le marché occidental. Et donc c'est vrai que c'est ce qui m'a attiré d'abord, et puis ensuite comme lecteur de BD. Et le film, j'ai dû le voir peu de temps après, mais bon, j'ai pas eu cette fixation, et puis j'avais déjà conscience à l'époque qu'il y avait d'autres animes, quoi, parce qu'on regardait Goldorak quand on était plus petit et tout, etc. Mais donc c'était mon premier contact, et puis après, une fois que j'ai commencé à lire, c'était dur de trouver quelque chose d'équivalent en SF, quoi. Donc c'est vrai. C'est resté la BD. Pour moi, Otomo, c'est d'abord de la BD. D'accord. Mon grand regret avec lui, c'est la BD. Et toi, Manu? Moi, du coup, c'est plus d'abord l'animé. Ouais. Un jour, dans la cour du collège, un copain me dit il paraît qu'il y a un super film qui s'appelle Akira. Et du ouais, sûrement, ouais. Et je l'ai vu. Après, j'ai découvert le film. Après, j'ai dû réussir à me le décoter sur VHS ou quand il a été diffusé sur Canal, sûrement. Et c'est dans un second temps, quand Glénat a commencé à faire ces diffusions de bandes dessinées japonaises à grande échelle, avec les premiers volumes reliés de Dragon Ball, la version Akira en gros volume, qui ressemblait quand même assez à un gros volume de BD Focobelge. Ça faisait une dizaine de volumes, Akira, dans la première édition colorisée qui venait. 14 ou 15, avec un artbook à la fin. Tout à fait. On va parler de la conférence un petit peu. Donc la conférence, c'est...
on s'est essentiellement intéressé à sa carrière de mangaka. On a énormément parlé, du coup, évidemment, d'Akira, de la conception d'Akira, des influences. Donc là, pour le coup, il a été d'une grande honnêteté. Il nous a parlé d'énormément de choses en termes de références. On y viendra un peu plus tard. Et il a parlé également de ses premières œuvres. Et en particulier de Fireball. Fireball, c'est déjà, je dirais, c'est la fin de ce premier cycle, de cette première période. Ce qui caractérise la bande dessinée d'Otomo très rapidement, hein, c'est-à-dire dès qu'on entre dans la deuxième moitié des années 70, à partir de 76-77, c'est vraiment la manière dont il sort la bande dessinée, donc d'une part d'un caractère un peu automatique ou peut-être presque sémantique qu'elle avait beaucoup chez les dessinateurs avant lui. Et puis moi, ce qui me frappe beaucoup dans ces premiers récits, c'est bien sûr c'est l'ironie, c'est le cynisme, la violence à l'égard de ses propres personnages. C'est-à-dire il y a une cruauté à l'égard de ces personnages qui va aller en s'amenuisant petit à petit au fil du temps. C'est très étonnant parce qu'il y a déjà très tôt ce caractère graphique vraiment très très minutieux, et en même temps pour les personnages, surtout dans les premiers récits, il y a une dimension presque caricaturale qui existe en même temps dans les expressions des visages. Il pousse très très loin l'exagération et il arrive à faire coexister les deux. Et ensuite, ça va évoluer avec Adomo, avec Akira encore plus. Ça va se stabiliser, mais dans la première période, il est vraiment, on sent qu'il est complètement libre, quoi. Il se lâche complètement, il se défoule, et c'est l'un des éléments, je pense, qui va amener à sa reconnaissance, et dont petit à petit il va se défaire pour toutes sortes de raisons, pas simplement l'âge qui amène effectivement au fait qu'on s'arrondit un petit peu, mais le changement de registre aussi, le poids de l'animation, etc. Le rapport au personnage en animation n'est pas le même qu'en bande dessinée, et donc voilà, il y a, moi c'est surtout ça qui est très très frappant dans Short Piece, dans Sayonara Nippon, etc. Il y a vraiment un plaisir malin à faire souffrir ces personnages. Oui, ça me fait penser un peu à la production anglaise des Alan Moore et consorts quand ils étaient jeunes au début des 80, où ils écrivaient des histoires donc plus ou moins courtes de science-fiction, un peu délire, un peu des fois un peu dur, etc. C'était du coup de boule, hein. Ouais, donc il y a un peu où ils étaient, c'est vrai, un peu punk, radicaux de gauche, anarchistes, un peu ça là. Et il y a ce côté-là dans les premières histoires. Lui-même a dit durant la conférence, quand j'étais jeune, j'étais un chien enragé. Maintenant, je fais plutôt cool. Hein. Ce qui est étonnant aussi, c'est si on s'intéresse purement au graphisme, c'est la manière dont il arrive à saisir, à croquer des personnages qui sont des personnages japonais, c'est-à-dire sans les embellir, sans recourir effectivement aux réflexes de représentation. Alors ça existait avant, mais surtout effectivement plus dans le Gekiga que dans le manga. Mais même dans le Gekiga, il y a souvent effectivement des tics ou des habitudes graphiques, et lui n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que lui, chaque personnage qu'il dessine a une forme d'identité visuelle, à la fois en tant que personnage extrême oriental ou japonais, et en même temps en tant qu'individu. Après Otomo, ça explose. C'est-à-dire les gens comme Urasawa, quand ils dessinent effectivement des personnages japonais, on peut les reconnaître comme japonais. Quand ils dessinent des Vietnamiens ou des Chinois, c'est pas la même chose, etc. Donc on rentre dans un autre regard sur la réalité et sur soi-même finalement. Ça, c'est vraiment ça commence, je pense, pour l'animation, enfin pour la bande dessinée au Japon avec Otomo. On va parler maintenant, on va voir surtout un extrait de la conférence, un des premiers impacts, donc avec Fireball. Donc si vous ne connaissez pas Fireball, on va écouter Otomo en parler. そのファイアボールという作品はその超能力者の話で、兄弟の話で、自分たちが超能力を持っているということに気がつかずにさまざまな事件に巻き込まれながらどんどんその力を覚醒していって、街を破壊して、世界を破壊するみたいな、話なんですけど、そして最後にその2人で兄弟が思い出話をしながら、終わっていくという。これがアキラの一番最初の元になっている話だと思います。Voilà une image justement de Fireball. Fireball, donc c'est 1979. C'est ça, c'est son premier vrai récit d'une cinquantaine de pages. Mais en fait, il a eu 50 pages pour faire son récit et c'est clairement trop court pour lui. Et ça a été son problème. On le verra par la suite aussi sur ses autres histoires. Et il raconte, dès qu'il a une contrainte de page ou de temps sur Akira l'animé, c'est horrible pour lui. Il veut dire trop de choses, il veut faire vivre ses personnages. Et on lui demande de couper ou de se restreindre, et ben il n'y arrive pas. Et du coup, ça donne des histoires incomplètes. Là, à la fin, le climax arrive, tout explose et c'est la fin. Et c'est ce concept justement de pouvoir surnaturel associé à des adolescents ou à de jeunes adultes ou plus tard à des enfants,
Est-ce que ça commence avec Fireball ou c'était déjà présent dans d'autres histoires précédemment chez Otomo? Non, c'est la première fois en C'est la fait. première fois. C'est-à-dire que jusqu'alors, ce qu'il décrit, ce sont des histoires qui n'ont pas cette dimension-là de science-fiction. Ouais. Ce retour effectivement vers le cyberpunk, c'est des histoires qui sont inscrites dans un monde contemporain en général et qui peuvent avoir une dimension fantastique au sens de l'inquiétante étrangeté, mais pas au sens strict de la science-fiction futuriste, de la dimension robotique, etc. Tout ça, c'est et des super pouvoirs. Ça vient effectivement. C'est-à-dire, je pense qu'il en parle aussi un peu dans la conférence lorsqu'il explique cette frustration. Lorsqu'à ses débuts, on ne le laissait pas travailler dans le registre de la science-fiction. Clairement, effectivement, la science-fiction, c'est un des registres maîtres pour Otomo, comme pour un certain nombre de ces cinéastes américains qui l'ont tellement inspiré effectivement du New Cinéma. Et donc voilà, le fait de pouvoir revenir à cette dimension-là qui lui tient à cœur en premier, c'est là qu'effectivement qu'il révèle qu'il s'exprime, qu'il donne sa vraie mesure, et que du coup ensuite il enchaîne avec ce qui le révélera au grand public, l'amènera à devenir un des auteurs les plus connus, avec Domu et Akira. Donc voilà, c'est un triple saut en quelque sorte à partir de Fireball, et on voit bien effectivement ce côté débordant du récit qui n'arrive pas à être contenu dans une dimension donnée à l'avance, et on le retrouvera bien sûr par la suite. Otomo dit que dans sa conférence qu'il est frustré parce qu'on lui demande de faire du Gekiga à l'époque et que c'est le courant dominant. Et c'est pas ça qu'il veut faire, quoi. Donc clairement, lui, il veut revenir vers ce qui était fait avant, et il veut faire de la SF. Ben, ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, ce qui me semble vraiment foncièrement différent dans le travail d'Otomo par rapport à cette veine du Gekiga, le Gekiga dès les années 50, il y a déjà une approche qui se veut nihiliste, qui se veut urbaine, noire, comme ça, vraiment inspirée par le roman noir, par la défaite aussi, par l'époque. Mais ça reste en fait d'un nihilisme très très naïf. En général, c'est vraiment ces histoires policières. Alors parfois, au début, c'est quasiment que des personnages enfantins d'ailleurs, qui sont plongés dans cette espèce de noirceur, mais vraiment par toute petite dose. Après, il y a quelque chose d'un peu plus violent, effectivement, qui se met en place, surtout dans le domaine du récit historique. C'est Hirata Hiroshi, c'est des choses comme ça, effectivement, ou comment dirais-je, donc Kozuyo Okami, bien sûr, tous ces récits-là. Mais malgré tout, ça reste quelque chose de très cadré, d'inscrit dans des lignes, et on ne dépasse pas certaines limites. Otomo, lui, dépasse les limites. C'est clairement, effectivement, lui, il est là pour renverser la table, et donc, je pense que c'est difficile de catégoriser ça, de cataloguer ça comme du Gekiga, parce qu'effectivement, s'il s'en inspire, il va au-delà. Notamment dans Domu, là c'est clair, il explose toutes les limites. On va voir le petit extrait, si tu veux, consacré justement à Domu pendant la conférence. On va regarder tout de suite. それでその次に「ドーム」という、作品を書くんですけど、その不完全燃焼だったやつをなんとかそのきちんとした、ストーリーを全部最後まで終わらせるっていう、つもりで書き始めて、これを書き始めた、最大の理由というのは一冊で映画一本見るような感じで一冊の漫画が描けないかなと思って書いた作品なんです。だからこれを読むとちょうど映画を一本読んだような映画一本見たような、気になればいいなと思って書いた作品です。Donc Domu, qui a été publié en 1980, donc un an après Fireball, et il précise au début de sa conférence, Otomo, que c'est même si très tôt il était passionné par le manga, et donc il lisait beaucoup de mangas étant enfant, à partir du lycée, il s'est réellement plongé dans le cinéma. Et là, c'est devenu une passion à part entière, et c'est quelque chose qui a influencé énormément ses œuvres. Et comme il l'explique là, justement, il voulait, avec ses mangas, donner la sensation de voir un film, et même d'en saisir le rythme, et d'avoir cette liberté du réalisateur de jouer avec le point de vue et le regard du spectateur, de la même façon que si on était dans une salle obscure. Et donc ça, c'est très intéressant. Et on a également pour Domu, pour moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est vraiment l'urbanité. C'est-à-dire même si une nouvelle fois, c'est une histoire avec des personnages qui ont des pouvoirs surnaturels, qui maîtrisent la télékinésie. On a parfois l'impression que ce ne sont pas vraiment les personnages qui font exploser les gens, genre un peu partout dans les décors, etc., et qui jouent avec les pauvres êtres humains qui vivent dans ces tours gigantesques, mais c'est vraiment les tours elles-mêmes qui écrasent les gens et qui les transforment et qui les manipulent. Et c'est un truc qui est extrêmement angoissant. En fait, Domu est angoissant. Ouais. C'est profondément, pour moi, il est même plus qu'Akira.
Même si Akira, en particulier pour l'animé, il y a des séquences qui m'ont marqué à vie. C'est terminé, quoi. C'est la séquence où il récupère ses intestins. T'as une tension sous-jacente dans Domu qui est beaucoup plus forte, je trouve, que dans Akira, où t'es pris après par les péripéties, les rebondissements, etc. Là, t'as un truc qui fait... tu prends moi, j'ai lu la première édition en un volume, donc c'est un roman noir, un film noir. Quand j'ai lu, c'est vrai que je pensais, c'est un film, voilà, t'as le film, t'as le storyboard, le mec qui doit adapter ça, il faut pas qu'il sorte des clous, c'est là. Il faut juste qu'il mette les... Akira aussi a ce côté peut-être plus rassurant pour celui qui le avance dans le récit, que ce soit l'animation ou la bande dessinée, d'être un récit futuriste. Donc on est dans un autre contexte. Là, clairement, Domu est inscrit dans un contexte contemporain. C'est vraiment la vie des grands ensembles urbains tels qu'ils existent au Japon, tel qu'on a du mal à se rendre compte, parce que nous, on a aussi nos problèmes de banlieue, etc., et nos ensembles urbains. C'est des paquets de tours de 15 étages les unes sur les autres, et les paysages que décrit Otomo avec cette très grande exactitude dans la perspective et dans l'exactitude, et le fait de sortir d'un côté purement sémantique, mais pour vraiment faire exister le paysage en tant que vue, à plein titre pour le lecteur, c'est clairement c'est le même impact. Il arrive effectivement à un effet de réel qui donne une présence effectivement au lieu qu'il dépeint. Et ça, voilà, quand on va au Japon, entre l'aéroport et aujourd'hui on passe moins par Narita, mais entre Narita et le cœur de Tokyo, on a des deux côtés, on a ces barres gigantesques, effectivement, et on se dit, ben voilà, ça, on voit ce qu'il a dépeint, effectivement. Et tu avais ça, parce que du coup, moi, j'ai quand même la sensation vaguement qu'il y a un petit côté SF futuriste dans la façon aussi, donc un peu Brésil. C'est-à-dire où tu as le concept de, lui, en fait, il a évolué dans la société, il a changé d'immeuble, l'immeuble dans lequel il est encore meilleur. Et donc ce concept, en fait, les gens ne vivent que dans des immeubles, que dans des tours de béton, etc. Et tu n'as pas t'as l'impression qu'il n'existe pas de pavillon. Il n'y a pas de pavillon dans ce monde-là. Je sais pas. La question se pose et était intéressante à lui poser. Je pense qu'il décrit un contexte vraiment très précis. Otomo, il est arrivé sur Tokyo donc en tant que, total inconnu. Il a vécu longtemps effectivement dans les marges, c'est-à-dire autour. Et la ville, le tissu urbain de la ville japonaise, c'est encore quelque chose qui diffère profondément de ce qu'on a nous. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des endroits qui sont plus pavillonnaires, mais on a une plus grande continuité, je dirais, du tissu urbain qui fait que on a tendance à confondre, mais malgré tout, effectivement, les gens qui vivent dans les marges sont dans une situation que lui arrive à dépeindre, et surtout dans ses premiers récits, effectivement, on a à la fois la gouaille, à la fois la petitesse des personnages, les querelles, etc. Il y a vraiment quelque chose, il croque, je pense, des choses qu'il a vues qui ont fait partie de son environnement quotidien, et qu'il arrive effectivement à retranscrire avec un côté très très acéré, un mordant incroyable, une cruauté là aussi. Tout ça, je pense, forme un tout. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu parlais SF. Moi, Domu, j'ai pas eu cette réflexion, qui suis fan de SF. J'ai vraiment pris comme un récit fantastique. Enfin, on va dire, c'est un thriller avec des éléments fantastiques. Et parce que t'as pas de contexte qui est propre à la SF, qui peut être complètement farfelu, où on te donne une explication, t'as une rationalité toujours dans la SF qui est posée. Là, non, c'est comme ça, c'est l'irruption de quelque chose de fantastique, quoi, qui met dans un contexte justement très réaliste et qui fait que ça renforce ça. Donc bon, c'est pas non plus, c'est un peu entre tout ça. Il joue vraiment entre tous ces genres. Mais c'est un thriller, mais c'est en même temps le but de l'histoire, c'est pas qui est le méchant, qui est le meurtrier, tout ça. C'est au bout de 40 pages, il y a un petit climax pour nous dire c'est lui, hop, on passe à autre chose, c'est ce qui m'intéresse vraiment, quoi. C'est pas ça son cœur de l'histoire qui l'intéresse. C'est pas un polar, un thriller, c'est pas un polar forcément, un thriller. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'apparition de Domu a commencé en 80, le volume est sorti, je pense, en 83, et lui a valu, c'est l'un de ses premiers prix, en fait, le grand prix de la SF japonaise, cette année-là. Donc c'est un récit qui, du point de vue japonais, en tout cas, clairement s'inscrit dans un contexte de SF. Quand je vois les grands prix littéraires de SF japonaise pour les avoir lus, justement, c'est assez pour eux. Mais c'est pas grave, c'est un grand récit d'imaginaire. Et d'ailleurs, c'est pas. Enfin voilà, je disais ça, c'était rigolo la façon dont toi tu l'avais perçu. J'avais pas eu cette lecture de SF machin. Il y a une chose qui m'avait marqué aussi, c'est le titre français, c'est Domu rêve d'enfant, et c'est la façon dont il dépeint également des enfants qui n'en sont pas. T'as l'impression que ce ne sont pas des enfants. En particulier, cette première rencontre avec je vais pas spoiler l'histoire, mais entre deux personnages, avec un vieux monsieur qui est sur son banc et une petite fille qui vient le voir. La petite fille qui vient le voir, pour moi, c'est déjà une adulte.
Parce qu'elle a compris des choses que, en tant que lecteur, tu vas capter quelques cases plus tard, en fait. Si tu tiens le truc, t'as un côté des vieilles personnes qui sont enfin, tu vois, qui ont ces côtés infantiles de tout conçu, et puis des jeunes qui par le contexte. Alors, tu peux imager ça par les capacités psychiques, etc. Mais la réalité, c'est que par le contexte, par la réalité sociale, urbaine dans laquelle ils sont, etc., qui sont peut-être un peu plus durs, un peu plus matures, etc. Mais t'en as pour de vrai. Ça fait partie de la dureté du monde qui est décrit, je pense. Oui, C'est-à-dire que décrivant un monde comme ça, noir, absolument sans espoir, complètement recouvert de nihilisme, la figure enfantine, je pense que c'est quasiment la seule manière dont il peut lui faire prendre pied dans un univers comme celui-là. Après, il y a d'autres récits. Là, en 1980, je voyais effectivement le Tokyo Metro Explorers, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus classique. Ça, c'est une figure, effectivement, des figures enfantines qui, malgré tout, voilà, reste celle d'un récit d'aventure beaucoup plus classique, beaucoup plus enfantin, beaucoup moins nihiliste. C'est la même époque, mais voilà. Je pense que le contexte, l'univers décrit conditionne le personnage. C'est-à-dire que pour que, en tant qu'enfant, tu existes dans un contexte de violence, tu intègres ça. On va passer à Akira. Donc du coup, on va regarder à nouveau un extrait de la conférence où Otomo va nous parler un petit peu de son travail sur Akira, son œuvre majeure. その漫画はそういうふうに意外と単純なんですけど、それをそのままやるのも、もう少し考えたことは、その戦後の日本という、状況の中で原爆が使われた戦争が終わって、でさらにそれで日本の昭和という時代になって、そのさまざまな、昭和の時代のいろんな事件があるんですね。例えばかなり大きいのはその東京オリンピックというのが昭和39年でしたかね。それがあって、ちょうど僕がまだ小学校の頃ですけど、東京オリンピックというのが東京で起きて、これで戦後は終わったというふうに言われたような時期があるわけです。Bon, Akira, évidemment, on va pas vous faire l'affront de vous résumer l'histoire. Si par malheur vous n'avez pas encore vu ce dessin animé, on vous encourage vivement à le regarder. C'est juste un chef-d'œuvre absolu et qui va vous marquer à vie. Là, dans le petit extrait qu'on vient de voir, c'est Otomo parlait de ses influences, et donc en particulier sur le Japon d'après-guerre. Donc il est évident que les pouvoirs de ces personnages, on peut tout à fait les voir comme des mutations. Donc des mutations qui peuvent être liées à un cataclysme nucléaire. Clairement, la bombe est omniprésente dans Akira, et c'est une thématique très forte. Et l'imagerie associée a également été, il nous a cité pas mal d'influences. En particulier, j'avais été surpris sur une œuvre. Là, il a parlé de Tetsujin 28-Go, par exemple, dont il a suivi la trame. Mais il y avait également une autre œuvre qui était l'œuvre de Ishinomori. C'est le Monsieur SF de l'époque. Notamment, c'est vrai. Effectivement, après Tezuka, Ishimori a profondément marqué effectivement la bande dessinée, a innové à sa manière effectivement, donc à la suite et au-delà de ce qu'a fait Tezuka dans certains genres, et la SF en particulier. Il y a, on peut noter aussi que c'est l'un des premiers travaux d'Otomo en animation, c'est le character design sur Armageddon, Genma Taisen, et pas uniquement le roman de science-fiction tel qu'il existe au départ, mais il y a une adaptation aussi en bande dessinée par Ishinomori, justement, qui a servi de base pour le travail de réalisation donc, de Rintaro. Et donc, par contre, évidemment, le graphisme d'Otomo au personnage sur Armageddon n'a rien à voir avec le graphisme d'Ishinomori. Et là, c'est vrai pour l'œuvre qu'il citait, et donc il a été extrêmement honnête pour le coup. C'est alors la traduction de l'œuvre, c'est il n'y a plus personne. Oui, et donc c'est pas un clin d'œil, c'est la traduction japonaise de. Donc c'est la bombe, c'est une explosion, et c'est vrai qu'il il reconnaissait du coup, il a redécouvert ce manga après coup. Il s'était dit genre mais ce que j'ai fait dans Akira, cette image emblématique où on voit cette boule d'énergie. C'est un des points qui est assez impressionnant de la conférence, c'est quand il cite la puissance du souvenir, de la mémoire. Il fait tout sur des réminiscences, des lectures qu'il a eues quand il était enfant, mais sans relire des œuvres des années plus tard. Pendant il fait pas du calque, il dit cette scène elle est sympa. C'est souvenirs et même des souvenirs distordus. Et quand il redécouvre il a redécouvert du coup après cette image-là, il se dit c'est à peu près ça. Bon, il y a des différences quand même, mais la puissance du souvenir est quelque chose d'assez effrayant, quoi, il dit. En même temps.
On doit aller chercher tout ça. Il faut mettre ça en place. C'est vrai. Ensuite, sur l'angoisse, sur les souvenirs peut-être de, je sais pas sur quoi, sur des images également d'actualité qui ont dû, j'imagine, beaucoup tourner à l'époque. Je sais pas comment c'était. Non, pas. Alors Otomo est né en 54, donc c'est après la fin de la période d'occupation, mais pendant toutes les années d'occupation, donc par les troupes américaines entre 45 et 52. Il y a un tabou absolu, c'est-à-dire qu'on peut absolument pas accéder à toute cette histoire-là, et c'est rétrospectivement, après coup, que des photographes qui ont par exemple ont été sur Hiroshima, sur Nagasaki, qui ont pris des photos et qui ont réussi à les dissimuler pendant des années, vont pouvoir les publier. Parce qu'effectivement des éditeurs vont briser le tabou, et évidemment, après la guerre, le Japon et les États-Unis marchent plus ou moins main dans la main, en tout cas officiellement, et donc c'est très clairement aller à l'encontre de l'intérêt de l'allié américain que de révéler ce qu'a été cette histoire-là. Et donc voilà, c'est pas du tout quelque chose ni de simple ni d'évident à aborder, mais par le biais de la bande dessinée justement. Alors moi ce récit d'Ishinomori je ne le connais pas en détail, mais c'est assez étonnant de voir lorsqu'il a mentionné ce titre, il y a aussi un jeu parodique dans le travail de beaucoup de ces dessinateurs. Le titre en question, donc, et plus personne, c'est la traduction japonaise de Dix Petits Nègres d'Agatha Christie, qui est clairement la disparition un par un des gens qui se font tuer. Lui retourne ça complètement, il garde le titre et l'idée, qui consiste à dire effectivement avec ce petit décompte des petits indiens qui disparaissent. En fait, c'est la chute, c'est l'attraction de la chute, et à la fin il n'y avait plus personne. C'est le dernier vers de Dix Petits Nègres en fait. D'accord. C'est la ritournelle que tu as. Exactement. Et donc voilà, il prend ça et il le transpose dans un truc qui n'a rien à voir et qui a cet impact incroyable. Et donc du coup, il parle également d'autres influences pendant cette conférence, et évidemment le cinéma. Donc tu parlais tout à l'heure d'Orange Mécanique, avec la présence c'est des voyous en fait dans Akira qu'on suit. Et mais tu as également d'autres cinéastes. Il a beaucoup parlé de Ridley Scott et donc de films comme Blade Runner, mais également Alien. Il a parlé d'autres auteurs encore. On a parlé de Tron, notamment pour le design de la moto, qui était la moto de Kaneda, qu'il a modifié à sa version. Tron et Easy Rider, c'est une espèce de mélange. Et Luigi Colani. Du coup, j'ai fait des petites recherches. C'est un designer industriel qui en effet a fait des motos qui ressemblent un petit peu. Il montrait quelques photos qui. Et c'était un designer des années 70 qui a fait des travaux juste magnifiques, donc avec des formes très biomécanique, un petit peu, très épuré, très lisse, dans la rondeur. Et c'est des coques très intégrées, ce qui ne se voyait pas encore à l'époque, ce qui est maintenant plus tendance avec l'iPhone, les machins, tout est en coque intégrée, mais à l'époque c'est tout moulé quasiment. Et on peut revoir aussi l'influence de Tron dans la célèbre séquence de poursuite à moto du début du film. Quand il y a des tresses lumineuses, les motos laissent les phares des motos laissent les tresses lumineuses, qui est clairement, si ce n'est un clin d'œil, une référence à ce stylisme-là. Est-ce que du coup, moi en faisant mes petites recherches, j'ai vu une expression qui ressortait, c'était le speedline. Est-ce que c'est réellement quelque chose qu'on associe à Otomo? C'est l'une de vitesse. Ouais, c'est ça. Ligne de vitesse, mais dans le manga, c'est très connu. Est-ce que c'est lui qui a réellement imposé, démocratisé à ce point-là ce concept, ou est-ce qu'il se l'est approprié complètement au point qu'on l'associe complètement à ses travaux? Je suis pas sûr. Je pense qu'on peut retrouver du speedline chez Ishinomori. J'ai vu du speedline. Non, mais du speedline, t'en as même, si tu veux, dans les strips des années 30 ou 20 américains, c'est quand on se met 3 traits, quoi. Tout à fait. Eux, ils en font des trames, ça devient efficace. Ils en font toute une variation, d'un coup, ça devient beaucoup plus sophistiqué dans l'utilisation. Ce qui est nouveau, c'est ce mélange avec, alors je ne sais pas si on pourra voir là, c'est avec le graphisme d'Otomo, c'est d'avoir des lignes de vitesse avec ce graphisme-là. Là, effectivement, c'est un autre écosystème, et donc là, il y a un autre effet de réel. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Les trames, les machins. Avoir ces mêmes effets-là, mais avec, c'est même pas des fonds, puisque on n'est pas dans une logique d'avant-plan, d'arrière-plan. Dans Akira, on voit bien aussi cette mise en scène donc des phares donc, qui subsistent. Ça a un impact complètement différent. Ça prend au trip, cet effet-là donc de présence, il est décuplé parce qu'on n'est pas du tout dans la signalétique convenue, conventionnelle, préétablie, dans un schéma de sens qui serait signifiant, c'est-à-dire comme on aurait effectivement une traduction visuelle préétablie. Là, à chaque fois, ça prend un impact singulier. Et c'est vrai que tu parlais Speedline et du comics américain. Il en cite également. Il cite Neil Adams, qui est un immense dessinateur. Qui est son école, qui est connu, réputé pour sa grande technique.
Et ouais, qui est une référence dans le monde du comics aussi. Hein, donc, Il cite également Moebius avec cette histoire qui est juste absolument adorable où il montre son stylo, c'est fait d'un bout de bois que Moebius a ramassé dans son jardin et qui dit. En fait, il a vu dans son atelier un étrange stylo. Il lui a demandé, bon, c'est quoi exactement? Où est-ce qu'on l'achète? Voilà. Et il dit non, je l'ai pas acheté. C'est une branche de mon arbre. Et donc au bout, il a mis une petite plume. Ouais. Et donc du coup, il trouvait ça tellement génial, Otomo, que Moebius lui a donné. Moebius lui a donné et apparemment donc Otomo chérit ce stylo et garde ça comme un grand trésor. voilà, c'est l'incarnation de la liberté artistique occidentale. Et petite anecdote également, c'est avec Akira, on est la figure de la moto, de ses courses-poursuites, c'est un truc qui est partie intégrante du dessin animé, qui a marqué énormément de gens. Et il avoue un truc qui m'a fait énormément plaisir, parce que je suis assez proche de lui là-dessus. Il n'a pas son permis. Alors, il n'a pas son permis, mais il fait du vélo, par contre. D'accord. C'est C'est un cycliste assez méritoire. Notamment, on peut voir ça dans l'interview que Marc de Katsuka a fait, qui a été diffusée récemment, où il parle un peu de sa passion du vélo avec Lintaro, avec Kosaka, un animateur chez Ghibli. Au Japon, il y a beaucoup de gens qui font du vélo. C'est-à-dire que c'est une discipline sportive. Enfin, c'est une sorte d'ascèse vis-à-vis de soi où on peut pas tricher. Et à la fois, c'est un truc où c'est un sport où on peut jouer par équipe et finalement chacun est confronté à lui-même dans l'effort. Et ça ressemble beaucoup, par exemple, à l'animation, où les gens travaillent effectivement en équipe pour faire un film, mais ils sont chacun dans sa bulle. Et donc ils avancent. C'est un masse de travail qui est lié à la publication d'un manga aussi. Oui, bien sûr. Et donc, on parlait du rythme tout à l'heure, hallucinant, et du fait que du coup, il avait besoin également d'assistants pour l'accompagner dans la création de ses planches, et qu'il devait fournir un rythme qui était juste insensé. Pas des tonnes d'assistants, quoi. Il dit j'en ai eu 2, puis 3. 3 max, c'était pendant Akira. Il faisait le film en plus, donc. Voilà. Je pense qu'il a pu avoir davantage d'aide, mais de manière moins formelle. C'est-à-dire que les assistants qui sont reconnus comme tels, qui ont été recrutés de manière vraiment pleine et entière là-dessus, il y en a 3 effectivement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé de manière beaucoup plus ponctuelle, sans forcément que leur nom soit même connu. Sur 2-3 volumes. Donc, quand Satoshi, une question avait été posée. Il me semble C'était pas ça, d'autres volumes. L'idée sur l'histoire. À Si j'ai partir bien de compris. 85, 86, je pense que c'est cette époque-là où quand on termine ses études et fait ses débuts déjà, enfin les premiers récits c'est 84, Toriko c'est donc qui est complètement inscrit dans la patte d'Otomo d'ailleurs, c'est vraiment c'est du pur Otomo, Tu peux pur jus. sortir des planches de con d'une certaine période et Donc voilà, on revient à la patte qu'il a. Et ça on en parlera après, je pense, mais vraiment cette révolution au point qu'au Japon, effectivement, on parle d'un avant, après Otomo. Effectivement, les critiques de BD font clairement la différence, et il a suscité des imitateurs par foison, quoi. Y compris jusque dans la bande dessinée féminine. Ça, on le sait bien. Si on connaît en France le travail de Yoshida Akimi, par exemple, Banana Fish et compagnie. Ça, c'est aussi, on voit bien, il y a un lien qui est très très évident, quoi. Justement, maintenant, on va voir un petit extrait, une nouvelle fois, de la conférence où Otomo va nous parler de la technique employée pour justement créer Akira. フランスの漫画と違ってその日本の漫画というのはやはりページが多いし、単行本にしてもかなり厚いのでそれをどんなふうに読ませるか一番問題なのはスピード、ページをめくるスピードのためには、小回りあとは人間の視線誘導って言いますかね、そういうことを考えながらすごく、セリフもすごく短く簡単に簡潔にして、それで自分の見せたいページを開かせてそこで目を止めるっていうことを考えていました。それで、クライマックスをどういうふうに持ってくるかっていうこととアキラの全体の流れとしては、近未来の東京がありまして、そこで不良少年たちがいろんなことをしている。それでその東京を一回全部、壊してしまって廃墟になった東京からもう一回やり直すというふうに、最初に考えてましたので、3巻で、一度東京を、壊してしまうというちょっと普通はあんまりそういう構成というのはないんですけど、それは自分でぜひやってみたかったので、ちょうどストーリーの真ん中で一回ものすごい、クライマックスシーンを作りました。Donc il est clair que c'est pour quelqu'un qui cherche à maîtriser son récit, il y a joué avec le regard du spectateur le fait d'avoir le climax au
3e tome, c'est quand même une grosse surprise. Et donc on peut parler également du concept, donc il veut, avec ses œuvres, avec ses mangas, créer quelque chose, créer des films. Et donc jouer avec le lecteur comme s'il s'agissait d'un spectateur. Et donc on sait que pour Akira, donc en 88, il a eu l'occasion de sortir une adaptation animée de son œuvre. Donc à l'époque, en plus, le manga n'était pas terminé. Donc ce qui a dû rendre les choses extrêmement compliquées. Et quelle différence vous voyez exactement entre le film et le manga ? Est-ce que pour vous, le film, justement, est l'aboutissement de ce qu'il a toujours cherché à faire, ou pas du tout? Ou c'est deux œuvres complètement distinctes? C'est ça la différence, la difficulté, c'est que c'est sûrement un cas unique, probablement peut-être avec Naoshika de Miyazaki, c'est que c'est un auteur qui adapte sa propre œuvre, et alors que la bande dessinée elle-même n'est pas terminée. Ce qui fait que les deux, sûrement la conception des deux a été profondément intriquée. Et Otomo dit plus tard, dans la suite de la conférence, il disait ça aussi un peu en conférence de presse qu'il a fait avant sa venue à Angoulême pour les journalistes. Il disait que le film, il était avec ses copains animateurs, c'était une équipe, c'était une aventure, c'est quelque chose de passionnant et il a mis tout son cœur, mais c'était extrêmement compliqué, surtout qu'il avait une contrainte de ne pas dépasser 2 heures de film et mettre toute son histoire en 2 heures de film. Et pour le coup, surtout sur la fin, où il avait sa fin en tête, mais il a dû la mettre en forme pour cette occasion. Et il disait qu'il en a ressorti une grosse frustration qu'il a ensuite expurgé sur la fin de son manga, où il avait enfin le temps de s'exprimer et de faire comme il voulait. Pour moi, j'ai toujours cette impression de super séquence d'animation. La mise en scène, finalement, je suis pas d'accord qu'elle est très bien, parce qu'il n'a pas pu sortir justement avec la mise en scène de ce piège-là, mais avec des séquences disjointes en quelque sorte. Il y a cette impression de séquences qui sont pas qu'une impression. Donc voilà, après parce qu'il a toujours travaillé dans l'omnibus. Enfin, il a beaucoup travaillé dans l'omnibus, et donc du coup, tu as un petit côté omnibus, l'air de rien, avec Akira. Ton film, il fait 2 heures, mais il y a 24 images dans chaque seconde. Ouais. Enfin, voilà, j'imagine, je suis pas réalisateur ni auteur de BD, mais il y a des contraintes de rythme, etc. Finalement, ce qu'on peut transposer, ou ce qu'on pense qu'on se transpose sur le média dessiné, ce qui fait très bien, capter, etc. Donc de l'ordre de la photo, du plan, mais le rythme n'est pas du tout pareil, le rythme de lecture ou de regard. Et ça, c'est le boulot de la mise en scène, j'imagine, de savoir se débrouiller, dépatouiller avec ce genre de choses. Il faut comprendre que Otomo, le rapport d'Otomo au cinéma, c'est encore tout un autre sujet, mais à l'animation en particulier, Otomo, aujourd'hui encore, je pense, reste d'une certaine manière un peu un dilettante par rapport à l'animation. C'est-à-dire que, comme Tezuka, c'est passionné pour l'animation, Otomo est passionné par l'animation, mais c'est pas son domaine de compétence premier. Et donc, il apprend avec ses différents travaux en omnibus, donc avec Mani Mani, avec Robot Carnival, et ça fait partie de ses travaux les plus intéressants. Les omnibus, en particulier Memories, on en parlera après, je pense. Donc l'idée de confier à un ensemble de collaborateurs, chacun la réalisation d'un segment, et puis de relier tout ça avec un lien thématique ou avec ce qu'on voudra comme fil conducteur. Chacun est responsable de son segment. Et bien là-dessus, effectivement, il y a moyen à la fois d'expérimenter, de retomber sur ses pattes dans des formats brefs. Le long métrage, c'est très clairement autre chose. Et Akira, c'est le franchissement d'un saut, en fait. Et donc, Otomo, à partir de la fin des années 70, est l'enfant prodige entre tous de ce qui a été désigné du terme de New Wave, donc la nouvelle vague de la BD japonaise. C'était très hétéroclite, il y avait des gens très très différents là-dedans. Mais lui, effectivement, avec ce graphisme en particulier si acéré, ce graphisme que Tezuka lui-même a pu qualifier comme ça vraiment sur le fil du rasoir, apporte quelque chose, apporte un impact, un effet de réel qui non seulement fascine les lecteurs de bande dessinée, mais a une influence directe sur toute la jeune garde du dessin animé au Japon. Les jeunes animateurs qui commencent à travailler dans les années 70, qui ont été biberonnés avec du Gundam, avec du Yamato et compagnie, et qui donc cherchent l'étape suivante, ils tombent sur ce graphisme et leur fantasme, c'est de l'animé, c'est d'apporter le mouvement à ce dessin-là, à cette forme-là de réalisme graphique. Et donc, tout le monde veut, parmi les jeunes Turcs, donc tous les gens qui vont travailler sur Akira, avec lesquels il va rentrer en contact sur ces différents petits projets courts et avec lesquels il va transformer les ailes, c'est Nakamura, c'est Inoue, c'est bien sûr Okura et compagnie. 88, Morimoto est le seul à avoir atteint la trentaine à l'époque, ils sont tous dans la vingtaine. Ça va être vraiment les porte-flambeaux, les animateurs les plus flamboyants de cette tendance-là, qui vont travailler beaucoup ensuite
ailleurs, en l'occurrence avec Oshii plutôt qu'avec Otomo, parce que donc là Akira leur permet effectivement d'essayer de franchir cette étape, et pour lui c'est aussi le fait de susciter ce mouvement-là et de se retrouver au cœur en tant que réalisateur. Ça ne lui permet pas pour autant de donner la cohérence qu'il aurait peut-être voulu donner à ce projet-là. C'est-à-dire que là il y a un défi. Je veux dire, dessinateur de bande dessinée. Alors effectivement, il a réalisé le segment Ordre d'arrêt des travaux en 85 sur Mani Mani qui sortira ensuite. Il y a Robot Carnival sur lequel il propose l'idée et puis il réalise les deux génériques, enfin l'ouverture et la clôture. C'est pas grand chose comme expérience pour se retrouver bombardé réalisateur d'un métrage d'animation. Voilà, c'est une espèce de grand saut dans l'inconnu. Évidemment, moi je trouve que le film, de ce point de vue-là, effectivement, n'a pas cette cohérence. Enfin, termine. Malheureusement, je dirais, au final, si on veut en tirer le bilan, pour une part non négligeable, se termine de manière un peu gratuite. C'est-à-dire qu'il y a cet effet de réel, il y a ce défi relevé par les animateurs et relevé avec succès par les gens qui ont travaillé sur le film, en tant qu'objet, en tant qu'ensemble. Malheureusement, et je pense que c'était presque impossible de transformer l'essai. Hein. C'est vrai que c'est un... 2 heures, c'est beaucoup trop court. Là, on est tous d'accord. Ensuite, et puis, le récit n'étant pas terminé, voilà, le film sort en 88, la bande dessinée va continuer à apparaître encore 2 ans ensuite. Donc, d'une certaine manière, c'est cornélien. Il y a pas. Ça reste un électrochoc visuel qui est juste hallucinant. Malgré le fait qu'il soit rédigé. L'auteur du matériau d'origine, qui est aussi l'adaptateur, il y a des licences qu'il n'arrive pas ou qu'il ne sait pas prendre. Je veux dire, n'importe quel bouquin adapté, on va rester dans le truc, pour rester dans 2001, tu lis le roman, tu vois le film de Kubrick, oui, il y a le roman dedans, mais c'est le film de Kubrick, il y a plein de petits détails, de machins, de trucs qui sortent, il y a plein de trucs que lui il injecte, c'est pas exactement pareil, mais il y a un moment donné, la capacité à voir ce qui peut être signifiant, vers où tu veux tirer ton projet, à couper là, à relier là pour avoir un truc cohérent, il a peut-être pas réussi parce qu'il avait aussi le matériau, il voulait tout mettre ce qu'il voulait. Bon voilà, plus c'est la dimension que dit Ilan, effectivement, qui est, je suis d'accord avec lui, Akira, quand je le revois, je vois des segments distincts, des choses qui sont ensemble, qui racontent, je connais le topo maintenant, donc je vois l'histoire, mais clairement, il manque une unité dramatique ou organique, je sais pas, la façon dont se déroule le récit. Et oui. Et au moment où le film était en cours de production, est-ce qu'il continuait à publier Non, il a fait une pause. Il a fait une pause. Il a fait une pause en avril 87. Il explique dans les petites notes qui accompagnent à chaque fois l'apparition en revue. Il dit le film, donc un projet de film a été lancé, donc je vais cesser de publier pendant environ 2 mois pour préparer la production. Et en fait, il reprend l'apparition 19 mois plus tard, c'est-à-dire en novembre 88, après la sortie du film. Voilà. Donc ça le mérite d'être clair. On va parler un petit peu justement des omnibus. À quel moment Otomo a touché pour la première fois à l'animation? Otomo est venu à l'animation via Rintaro, donc Rintaro qui ancien de Toei, est passé chez Mushipro très rapidement, a travaillé avec Tezuka et ensuite est revenu à Toei pour réaliser les trucs du style Albator, Galaxy Express, etc. A eu son heure de gloire et puis ensuite a continué à travailler beaucoup sur des longs métrages dans les années 80, c'est Armageddon, etc. Donc c'est Rintaro qui va chercher Otomo pour lui proposer de créer les personnages. Donc de créer des personnages pour l'animation, alors qu'il n'a jamais fait ça. Et c'est Rintaro qui ensuite viendra chercher de nouveau avec Mani Mani, donc ce projet de omnibus en 3 parties, pour lequel Rintaro va faire un segment. Il y aura, comment s'appelle-t-il Kawajiri aussi. Kawajiri, exactement, merci. C'est Alex Kawajiri et Otomo donc, qui réalisent un segment. Et donc là-dessus, ça c'est prégnant, c'est-à-dire que l'entrée d'Otomo dans l'animation passe par Rintaro et ensuite Rintaro Kawajiri. Lorsqu'ensuite, effectivement, donc il y a Robot Carnival, donc sur le thème du robot, lorsqu'il propose à 6 ou 8 jeunes prometteurs de réaliser chacun son segment, tout ne se tient pas de la même manière, hein, évidemment. Mais c'est aussi une manière de tester le terrain, je dirais, effectivement. La plupart sont des animateurs, donc ils passent à la réalisation. C'est une manière aussi de travailler avec eux. C'est comme ça qu'ils rentrent en contact aussi avec des gens comme Morimoto, je pense. Et du coup, ensuite, après Akira était produit par TMS, donc c'est un des grands studios de l'époque qui existe toujours, mais ensuite Morimoto rejoint le studio 4 de Gressé, Yondoshi donc, et lorsque Otomo réfléchit à son prochain projet, il a envie de travailler avec Morimoto, donc qui a été donc directeur adjoint de l'animation sur Akira, et donc il lui dit qu'est-ce que tu voudrais faire, et donc à partir de ce matériau-là, ces bandes dessinées, quel récit on pourrait adapter. Morimoto voulait déjà adapter ce qu'il fait ensuite dans Short Piece, qui est Adieu aux armes, un petit clin d'œil à Hemingway, je pense, mais bon, peu importe, là aussi les titres de récits de BD, c'est toujours la même chose. Mais par contre, on lui colle donc finalement Magnetic Rose, donc Kanojo no Moide, et c'est ce qui va réaliser comme le premier segment dans Memories, qui sera là aussi donc en
trois segments pour former un omnibus. Ça devait être un projet vidéo à la base, et puis ensuite, ça va passer par la case long métrage, donc sortie en salle. Et pendant très longtemps, le problème, c'est évidemment de trouver des financements. Alors, le studio Yondoshi, on le connaît, évidemment. Les spectateurs le connaissent aussi via les émissions de Marc, j'imagine, notamment. Ils ont du mal à trouver des financements. Et à un moment donné, Bandai va arriver donc, pour financer ce projet-là. L'idée, c'est de reprendre un long métrage à zéro, c'est-à-dire faisons un récit long. Et Otomo est opposé, lui il dit voilà, moi je voudrais rester plutôt sur le principe de l'omnibus, sauf que l'omnibus, sortir un omnibus en salle, évidemment c'est un petit peu risqué. Donc il y a cette idée d'avoir deux segments, avoir Metric Rose et puis quelque chose de différent, donc avec c'est quoi, c'est il y a Sting Bomb et Cannon Fodder. Ensuite, donc Cannon Fodder sera réalisé en dernier. Et donc là c'est pareil, c'est-à-dire que un omnibus comme Mani Mani avait été dispatché, il y avait des studios différents pour chaque projet. Et là c'est pareil, Memories, donc Magnetic Rose sera réalisé à Yondoshi et Sting Bomb sera réalisé à Madhouse. Voilà. Et ensuite, Cannon Fodder que réalise Otomo pour compléter le programme est de nouveau fait aussi à Yondoshi. Et au départ, apparemment, Sting Bomb, Otomo voulait le confier à Kawajiri justement. Il voulait aller et finalement Kawajiri sera juste superviseur par rapport à ce segment-là. Et donc voilà, ça permet effectivement cette gymnastique, enfin ces équilibres. On trouve à la fois sur le plan financier et je pense sur le plan humain, les talents qui vont s'investir sur différents projets. Voilà, on retrouve aussi dans Cannon Fodder, bien sûr, une fascination pour le cinéma qui est le faux plan séquence, etc., le travail de Katabuchi sur le fait de reconstruire ce qu'on a vu ensuite a suscité beaucoup de bruit avec d'autres films comme Birdman, etc. L'idée de dire que le cinéma nous plonge complètement dans cette illusion de continuité. À l'époque où le numérique et l'ordinateur, un outil qu'il a beaucoup apprécié, qu'il a libéré, on le sent, et qu'il a utilisé justement à ce moment-là. Tout à fait. Très très Gilliam pour moi, Cannon Fodder. Pour être un réalisateur reconnu, il faut faire ton plan séquence. Même Jackie Chan, à un moment donné, il a fait son grand film, grand budget au milieu des années 80, il fait un super plan séquence. Ouais, sans numérique. Mais il l'a fait parce que c'était pour prouver qu'il était un vrai réal. Mais du coup, les films, les omnibus sont sortis en salle au Japon ou comment ils ont été exploités? Mani Mani est sorti principalement en vidéo. Je pense qu'il y a dû avoir une sortie en salle, mais complètement confessionnelle, peut-être sur une salle. Je me souviens plus. Les épisodes étaient prêts. Il a travaillé dessus en 85, il a fini des travaux en 85, et finalement ça a été exploité en 87, donc d'une manière plus tardive. Memories est sorti donc en salle, et puis ensuite Sharpies, je sais pas. Sharpies, je pense que ça a été justement une opération assez étrange multimédia, parce qu'il y a eu un jeu vidéo qu'on avait critiqué sur la chaîne. Et le film a été c'est ça dans le paquet. Et voilà, et le film donc faisait partie de l'expérience cross-média. Et certains segments ont été envoyés au festival de manière isolée. On s'en souvient, à Annecy et ailleurs. Annecy, il avait montré 2 segments. Ouais. Et donc, ça c'est une chose. Mais après, c'est surtout l'arrivée de Bandai, donc Bandai Visual, qui va rejoindre le projet, donc et le studio Yondoshi pour ce projet donc de Memories, va avoir une influence décisive sur la suite. C'est qu'ensuite, effectivement, il y a Spriggan sur lequel Otomo est superviseur. En gros, donne son nom, prête son nom pour que le projet puisse se faire. Et puis c'est Steam Boy qui va être initié à Yondoshi, qui va un projet pharaonique. La réalisation va durer pendant 19 ans, voilà. Et puis finalement, ce ne sera pas produit à Yondoshi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Otomo va quitter le studio Yondoshi et va rejoindre un studio donc, de Bandai Visual qui par ailleurs a déjà récupéré entre-temps toutes les licences, enfin a racheté Sunrise et donc produit à tour de bras les Gundam, les Agito et compagnie, donc des séries de robots à tour de bras, et donc va continuer à porter à bout de bras Otomo, comme ils ont aussi beaucoup produit Oshi à une certaine époque. Moi je me souviens, j'étais à Tokyo en 97-98. Au moment du festival du film fantastique de Tokyo, il y avait à Shibuya une salle qui n'existe plus, qui a été détruite et qui a été remplacée par autre chose, mais il y avait Watanabe, qui était à l'époque le directeur exécutif de Bandai Visual. Ils avaient organisé une séance spéciale, ils avaient montré différents pilotes. Il y avait Garm de Oshi, il y avait donc déjà un pilote de Steam Boy, je crois, et donc ils avaient organisé cette séance où tous les réalisateurs étaient là, et puis ils disaient, voilà, sur scène, ils disaient, nous on va faire autre chose que Miyazaki. Bon, ça n'a pas super bien marché, mais en tout cas ils ont voulu très clairement garder Otomo
sous le coude, et c'est pour ça qu'ils continuent de produire aujourd'hui des projets animés d'Otomo, ou des projets en prise de vue réelle d'ailleurs, alors que, et on en parlera je pense aussi tout à l'heure, mais il y a un glissement qui se produit avec Akira, c'est-à-dire que Otomo goûte à l'animation avec ses projets d'omnibus, réalise Akira, qui reste évidemment voilà, un jalon, on l'a déjà dit, et à partir de là finalement s'éloigne radicalement de la bande dessinée. Il continue à publier des petits récits, des choses, des pages en couleur, différentes expérimentations qui lui font plaisir. De temps en temps, dans les pages de Young Magazine, il y avait des histoires en 4 pages. Alors, qu'est-ce qu'on raconte en 4 pages? C'est assez mystérieux, mais... Illustration aussi. Oui, bien sûr, plein de choses. Voilà. Alors, on parlait de cette jouissance purement La plume. graphique de son dessin, mais donc il s'éloigne de la narration dessinée pour vraiment endosser pleinement cet aspect graphique. Et c'est dommage parce que beaucoup de gens voudraient effectivement le voir revenir à la bande dessinée. Alors il y réfléchit, je sais, mais c'est un retour qui à mon avis est plus difficile et surtout son inclination personnelle vraiment le porte vers l'animation. Donc même s'il reste dilettante, même si c'est pas un domaine qu'il maîtrise pleinement encore autant qu'il faudra, autant qu'il voudrait, c'est l'animation qui l'intéresse, donc il a envie d'être dans ce média-là, et c'est quelque chose qui prend des tours parfois presque étonnants, parce que il y a un côté, alors c'est un auteur évidemment, donc il peut faire ça s'il veut, mais il y a un petit peu un côté diva, c'est-à-dire qu'il y a ces anthologies dont on a parlé, qui ont consisté à republier chez Kodansha des récits antérieurs qui sont parus chez toutes sortes d'autres éditeurs entre la fin des années 70 et le début des années 80. Donc, finalement, c'est une anthologie. Alors, il y a 2 volumes parus, mais donc il choisit des récits, il les commente à la fin, et évidemment, il ne veut pas que tout soit publié. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose il y a des choses sur lesquelles il n'a pas envie de se retourner dans son travail de dessinateur, et c'est très dommage, parce que, alors, c'est pas simplement une question de changement d'écurie, d'être passé, à ses débuts, il était principalement chez Futabasha, et donc, il y a un témoignage qui est assez étonnant et très, très drôle, c'est les textes de Seki Kawanatsuo, donc un scénariste de bande dessinée qui a travaillé beaucoup avec Taniguchi, qui raconte cette époque des années 70 où ils étaient tous dans la dèche, ils publiaient tous chez Futabasha, et ils essayaient de creuser leur sillon chez Futabasha, ils se connaissaient vraiment, ils se retrouvaient dans des grandes soirées annuelles des éditeurs, assez hautes en couleur apparemment, et Otomo fait partie de ce groupe, et à partir du moment où il est reconnu effectivement avec Domu qui est publié chez Futabasha d'abord, qui termine effectivement au bout de quelques années, et il passe chez Kodansha, qui est le plus gros éditeur japonais dans l'absolu, le plus gros éditeur généraliste, c'est en volume, c'est la plus grosse maison d'édition japonaise, pas seulement de BD donc, et du coup voilà, et chez Kodansha on réécrit l'histoire, c'est-à-dire on publie ce que l'auteur laisse publier. Moi, je me souviens, la question avait été posée, de savoir est-ce que la bande dessinée, comment est-ce que vous vous rapprochez par rapport à tout ce travail que vous avez mené jusqu'à présent. Très clairement, on me dit, bon, peut-être, si c'était dans le cadre d'œuvres complètes, pourquoi pas. Donc c'est vraiment l'idée de te dire, on fait l'intégral. Alors c'est mettre la pression sur son éditeur, évidemment, sur l'éditeur papier. L'éditeur papier est-il prêt à aller jusque-là ou pas? En tout cas, l'auteur, lui, il est dans ce bras de fer avec son éditeur. Et il n'a pas de raison de revenir à la bande dessinée outre mesure tant que les conditions qu'il pose n'ont pas été réunies. Et je pense que c'est la même chose pour de nouveaux récits en BD. Donc voilà, il est dans le bocal de l'animation et continue à évoluer dans ce domaine-là. Mais voilà, ça reste toujours un entre-deux. Ouais, ce qui reste symptomatique, on va dire. Austin Boy, il y a eu 9 ans à le finir, donc c'est un projet qui a mis du temps à finir, mais l'envie date d'avant. Mais il y a une bonne période où, pour X raisons, produire un récit, ça devient compliqué. Oui, alors ça, je ne sais pas si on peut en parler officiellement ou pas, c'est un peu délicat, mais l'une des raisons pour lesquelles la production a duré si longtemps, c'est qu'il y a eu un clash en fait, au sein de Yondoshi, parce que les gens du studio se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait Otomo est crédité au scénario aussi, et les producteurs auraient voulu remplacer sa contribution par celle de quelqu'un d'autre, et lui n'a pas voulu ça, donc il est parti. Il est parti et il a fait reprendre le projet par Bandai. Donc maintenant, il n'a plus rien à voir avec Yondoshi, mais c'est une histoire qui s'est terminée de manière triste, parce qu'effectivement, Yondoshi, on sait, leur travail à l'avant-garde entre les années 90 et la première moitié des années 2000, ils auraient pu effectivement porter ce projet-là aussi. Bon, ça s'est pas fait, ils se sont séparés en cours de route, mais le résultat final de Kestin Boy, très clairement, témoigne de la justesse du point de vue des producteurs de Yondoshi, je pense. Oui, malheureusement. Du coup, la dernière œuvre à laquelle on a été exposé pour Otomo, c'est Short Piece.
En animation, Hino c'est Yojin, c'est ça. Hino Yojin. Ouais, son court-métrage, donc l'un des 4 segments. Qui est basé sur Non, Farewell to Weapons, c'est Morimoto qui l'a réalisé. Donc Morimoto a pris Ah oui, le c'est récit vrai, c'est d'Otomo vrai. Ouais, et a c'est réalisé, ça. c'est ce qu'il voulait Exactement. faire déjà sur Memories. Ouais. Otomo, lui, a créé une histoire originale, donc avec les pompiers de l'époque prémoderne, là, la ville qui flambe, qui est inscrit de manière très superficielle dans la dimension visuelle des rouleaux illustrés, etc. Le film a été récompensé d'ailleurs au Japon, au Mega Festival. Ouais. Mais voilà, après, ça laisse un peu sur sa fin, aussi bien en termes de récit reste que très d'enjeu. léger en Enfin, termes de c'est culture, hein. vraiment, là aussi, on est dans la pirouette, quoi. C'est, Ça fait penser à Cannon Fodor, du coup, c'est vraiment Ouais. un essai visuel, Ouais, tout à fait. plus qu'une histoire. et ça peut être fait de manière très brillante, mais ça reste effectivement très superficiel, malheureusement. Enfin, c'est bien, moi j'ai bien aimé, mais après, si on rapporte ça aux attentes qu'on peut avoir comme lecteur, spectateur, machin, par rapport à l'auteur, on va parler du... Oui, on veut plus. Comme beaucoup Ouais. de gens, on voudrait qu'il refasse à la bande mais dessinée. la réalité, on parle d'un Otomo et qui s'est arrêté avec le dernier volume d'Akira. Ouais. On parle d'un Il disait Otomo, que, ouais. voilà. C'est Une tout. question lui a été posée, il disait qu'il a été très fatigué quand il a terminé Akira, forcément. Mais pour lui, il disait, bon, je me suis reposé un peu après, mais après ça allait, quoi, je peux continuer à créer sans souci. Et c'est ce qu'il répondait durant la conférence. Et aussi, il y a tout un côté, on voit qu'il a aussi été... il avait des velléités, je pense, pour le live. Oui, Qu'il extrait. Ancienne. Voilà. Ancienne. Qu'il a essayé de mettre, concrétiser sur Oui. différents, Et donc sur là, il y a projets. aussi une dimension effectivement là enfin un peu chimérique. Son premier film, en 1982, c'est Jiu Warani. Alors ça, c'est encore un jeu de mots invraisemblable. Jiu Warani, c'est À nous la liberté. C'est un film de René Clair des années 30, qui est traduit. Donc Jiu, c'est la liberté. Jiu Warani, donc À nous la liberté, c'est un film excellent, je vous le recommande. Et Otomo pastiche ce titre, Jiu, donc sauf que lui, il met Jiu, c'est pas les caractères, donc les idéogrammes, c'est Jiu. Et c'est un jeu de mots, puisqu'en fait, il met le petit U, et Dieu, c'est en fait à nous les flingues, en fait, à nous les armes à feu. Et donc, bon, c'est un film tourné en 16 mm, qui est une manière d'assouvir un fantasme. Je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Le film est sorti en salle à l'époque de manière assez confidentielle. Et puis ensuite, il y a World Apartment, voilà, que j'ai eu la chance de 91. d'acheter et de voir en DVD. Et donc, qui est un film vachement très très intéressant parce que... C'est quel style? D'abord, non, le film est vraiment pas super. Hein. C'est quel style d'histoire? C'est un C'est une comédie fantastique. Comédie fantastique. Comédie fantastique. Ça se passe dans un Tokyo contemporain et on suit des réfugiés, des immigrés, des gens à la Société de la Marche qui vivent dans un squat et comment des yakuza, pour un projet immobilier véreux, si je me souviens bien, veulent les virer, et les virent, etc. Et dessus, tu as une dimension fantastique, histoire d'esprit, etc. Il adapte lui-même sa bande dessinée, c'est adapté Non, dedans. il n'adapte pas. Justement, ce qui est passionnant et ce qui m'a passionné, d'abord, le film, j'ai pas beaucoup apprécié, c'est pas mauvais, mais c'est un téléfilm, quoi. Il n'y a rien de spécial, c'est pas très marrant. Par contre, la version bande dessinée, elle a été faite, publiée, je crois, soit en parallèle, au moment de la sortie du film, ou en parallèle, enfin quasiment en parallèle. Elle a été réalisée par Satoshi Kon, entièrement. Et donc c'est une centaine de Je pages. me souviens que l'idée même au départ était de Satoshi Voilà, Kon. voilà. Après, on peut aller dans le détail. Et donc, c'est une centaine de planches. L'histoire est inédite en France. Je sais pas la difficulté pour l'éditer parce qu'elle existe en italien. Il y a une édition italienne, c'était publié. Bon, bref. Et la BD de Satoshi Kon est géniale. C'est tout ce que le film, de mon point de vue. Et on l'a pas en France. Non. Non seulement on l'a pas en France, mais le ça livre est existe en épuisé. anglais Ouais. Non, le livre est C'est épuisé. une novella, hein, c'est 100 pages, hein, c'est 100 planches. Le livre est épuisé au Japon et il n'a pas été réédité depuis. Pourquoi? Donc sûrement des premiers C'est pour des droits. questions de droit, oui. Ouais. Mais sur ma chaîne YouTube. Et donc, et donc c'est passionnant. Donc la BD était par épisode, elle devait aller au-delà des 100, mais le récit autoconclusif, il correspond au scénario du film. Ce qui est intéressant, d'abord, c'est la maîtrise là. D'abord, c'est comparer deux choses vraiment qui racontent la même histoire, fait au même moment, dans le même contexte. Et ensuite, le Kon réussit ce que le film loupe. On va dire ça très court, donc la comédie fonctionne super bien. Au final, quand il fait son film live, d'un côté, t'as un vrai dessinateur, machin, Kon, il réussit son truc, il est génial. En plus, il y a un personnage féminin dans son version de l'histoire à lui, qui est important. Donc ça, c'est la touche Kon dans l'histoire, qui est dans le film, qui est quelque chose qui passe, qui est complètement fonctionnel. Bon, bref, c'est toute la difficulté. Alors, il y a l'ambition d'eux, mais moi, en tant que fan, machin, c'est dommage, parce que c'est sur le dessin qu'il est.
C'est là que les grandes choses. Il y a le grand fantasme de l'adaptation live d'Akira par Hollywood. Justement, c'était la question pour conclure un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'Otomo? Est-ce que c'est simplement le fait qu'il va valider, toucher un chèque pour l'adaptation live d'Akira potentiellement par Nolan? On a posé la question en conférence sur le sujet. Déjà, sa réponse était « moi je n'ai rien reçu, donc officiellement je ne suis au courant de rien ». Et après, quand il a voulu développer, il a dit non, Akira, c'est bon, j'en ai soupé, je vais être spectateur, je lirai le truc, mais je vais pas m'impliquer plus que ça. Et de toute façon, les Américains. Et voilà, quand les Japonais sont face aux Américains dans ce genre de cas, c'est compliqué. Et pour une fois, c'est pas les Japonais qui ont le dessus. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Les droits ont été vendus, prévendus. Ça vous intéresse ça? Non, moi j'ai pas envie. C'est de la dérivation de dérivation, donc c'est encore un truc. Et on sait bien que les différents précédents, parlons de Dragon Ball. J'ai en tête encore le message qu'avait pondu Toriyama pour essayer de relier le truc. J'étais poli. Voilà. Bon, donc j'espère que ça sera bien. Ouais, merci. Clairement, en même temps, c'était assez franc, c'est-à-dire qu'on voyait bien que la manière très distanciée dont il avait l'art d'user vis-à-vis de ce projet-là. Bon, mais c'est sûr que voilà, à partir du moment où les droits ont été cédés, soit effectivement on veut s'investir créativement et c'est un chemin de croix avec encore moins d'assurance de parvenir à un résultat satisfaisant pour soi que lorsqu'on est soi-même aux manettes. Alors déjà quand il est aux manettes, je pense qu'il est clair des difficultés qui se posent, mais alors là ça devient vraiment kafkaïen. Donc c'est la seule attitude possible, c'est de dire effectivement voilà, de prendre la distance, ça se fait ou ça se fait pas. Mais quel est l'intérêt? Non, mais c'est l'intérêt, c'est un intérêt hollywoodien. C'est un intérêt de dire il y a eu quelque chose de différent, on va essayer de le. Ça a marché une fois, on va essayer de le refaire. Oui, on va essayer de le. Comment dire, l'histoire, tu peux plus la faire. Les contrats ont été signés. S'il avait eu son mot à dire ou quelqu'un d'autre, c'est écrit dans des avenants et des machins. Peut-être à un niveau beaucoup plus basique. Surpasser certains préjugés de l'animation pour les gens qui penseraient encore que l'animation non. Je pense pas que c'est ça. Non, c'est vraiment une question. C'est un pari de producteur, clairement. C'est-à-dire voilà, ça a changé quelque chose, ça c'est une espèce de date, et faisons-le chez nous, comme les Américains savent le faire avec du remake. Voilà. Autant Akira, Ghost in the Shell, c'est. Apparemment, tous les grands classiques qu'on a pu voir. Les droits sont rachetés depuis des années. Mais à la rigueur, pour revenir, il y a un truc qui était intéressant, c'est que Rodriguez. Non, c'est pas Roberto Rodriguez, c'est le réalisateur d'Hellboy. C'est Guillermo Del Toro voulait adapter Domu, a cherché à obtenir les droits d'adaptation. Il en a parlé. Et à la rigueur, il y avait peut-être un truc un petit peu intéressant dans le sens où le mec, c'est un mec qui réalise, qui a sa personnalité, etc. C'est le seul truc. Le reste, je suis curieux, je suis morbidement curieux de voir ce que ça peut donner. Mais... Non, ça n'a pas grande importance. Mais voilà, tout ça, c'est très second, on va rendre ça. Mais Otomo, ce qu'on peut attendre d'Otomo, c'est qu'il accepte effectivement la republication d'un certain nombre de ses anciens albums, et puis qu'il veuille effectivement, à nouveau se retourner à sa table de dessin en tant qu'auteur de bande dessinée. Je pense que ça serait bien. Tu penses qu'il aura le courage de le faire, ça? Je sais pas. La décision lui appartient, mais c'est ce qu'on pourra souhaiter. Oui, bien sûr, on le souhaite. La solution de facilité, c'est qu'il a un beau copain des scénaristes qui écrivent et qu'il arrive à s'enlever un peu du truc et qu'il travaille avec un mec, quoi. Peut-être, s'il n'y arrive pas lui. Parce que dans la conférence, ça a été abordé aussi. Quelqu'un a posé la question, genre, Otomo, il a un fils. Donc Otomo Shoei, et qui est également un artiste de grand talent. Est-ce qu'il y a une chance que vous puissiez collaborer à un moment donné sur une œuvre? Et sa réponse a été mon fils, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc du coup, ça en dit long sur le. A priori, ils n'ont pas une relation qui est très développée. Donc c'est dommage. Est-ce qu'il y a un isolement en fait pour ce type de personnage? C'est difficile, je pense. Parce qu'il a eu une importance décisive entre la fin des années 70 et les années 80. En bande dessinée, il a vraiment marqué l'histoire de la bande dessinée au Japon. En animation, il a inspiré tout ce mouvement de l'animation photoréaliste qui s'est développé comme on sait ensuite, effectivement. Et d'une certaine manière, c'est le parrain. C'est-à-dire que c'est un problème de verticalité dans la société japonaise, que ce soit ses assistants, que ce soit... Il y a les gens qui se situent au-dessus de lui, donc les Möbius, Tezuka et les autres, dont la plupart ne sont plus de ce monde. Et puis, il y a... donc, quel rapport de travail, quel rapport de collaboration on peut établir avec les gens de la génération qui vient ensuite. Donc, il y a un certain nombre de gens avec qui il s'entend bien. C'est Telada, des dessinateurs comme ça qui sont aussi assez fétichistes, qui sont purement comme ça dans une jouissance graphique. Ils sont copains, effectivement, ils se côtoient beaucoup. C'était le cas avec Eguchi Sashi aussi à une époque, etc. Au-delà de ça,
comment est-ce qu'on peut travailler à quatre mains? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme collaboration créative? Là, je pense que c'est vraiment difficile. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec Hiragi Toshiko, qui était scénariste sur Kibu Moseso. Donc ça, c'était un exemple qui aurait pu effectivement, mener à davantage de création avec un scénariste. C'est pas le cas. C'est à partir du moment où il est son propre scénariste. Et au contraire, on l'a vu avec la Garde du Silence, c'est-à-dire qu'il propose des arguments. Il est lui qui est scénariste pour des gens qui vont travailler graphiquement ensuite. Donc il a pris cette autre casquette. Et du coup, je pense que c'est difficile pour lui de revenir. Il faudra trouver vraiment un talent qui soit à la fois suffisamment éclatant et suffisamment assis pour que lui-même puisse le reconnaître sans se rabaisser de cette manière symboliquement. Ce qui est idiot, mais c'est pas un choix conscient. C'est la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de gens qui ont atteint une certaine notoriété au Japon. Ils sont coincés dans une posture comme ça qui est avant tout une assise symbolique, quoi. Ok. Donc pour vous, si vous deviez conseiller une œuvre en particulier, genre bon, ok, c'est la première fois que vous avez entendu parler d'Otomo, que lire ou regarder en tout premier? Je conseille Rêve d'enfant d'Omu. C'est le plus court, c'est plus facile d'accès. Ouais. Avant de conseiller Akira ou le film. Bon, moi, je pense que ça serait plus, mais là, c'est sans trop de réflexion, plus émotionnellement, Akira, le film, oui. En bande dessinée d'Omu, je pense, effectivement, Ouais. le volume. Et en animation, je dirais Memories. Très bien. Pour moi, ce serait en effet, ce serait Domu d'abord, et ensuite ce serait le dessin animé Akira, et ce serait ensuite le manga Akira. Voilà. Donc Ça fait 3. Pourquoi toi t'as 3? J'ai triché, je suis désolé. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis également un grand merci à Otomo d'être venu en France et d'avoir participé à cette conférence à l'occasion du Festival d'Angoulême. C'est toujours un grand plaisir de l'entendre parler et de parler en plus aussi librement et candidement de ses références. Et on espère réellement qu'il puisse un jour se motiver pour remettre un petit peu la main à la pâte et se remettre un petit peu au manga, que ce soit pour des histoires courtes ou non, mais juste on a envie de revoir son dessin parce que c'est un artiste d'un talent immense et il y en a encore de nombreuses années devant lui pour pouvoir créer. Merci de nous avoir suivis et puis écoutez, à une prochaine. Ciao ciao.